on peut commencer. Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième séance, si je me bien, oui, troisième séance du séminaire Recherche impliquée, sur le thème donc, de mesurer l'impact social potentiel de la recherche ou des travaux des chercheurs en général. Nous avons donc comme intervenant, bonjour, Dominique Dunon-Gluteau, qui est de formation spécialiste de biologie cellulaire et d'immunologie, qui a enseigné à l'ENS, puis à Bâle, si je me souviens bien, puis à l'université... J'étais chercheur à Bâle. Ah, pardon. Vous avez ensuite dirigé l'UFR de biologie de l'université Pierre et Marie Curie, puis ensuite vous vous êtes déplacé un peu plus vers la diplomatie et l'administration, d'abord en étant conseiller scientifique à l'ambassade de France en Suisse. Vous avez, je crois, fait partie du cabinet du secrétaire d'État à la recherche en 2014. Et vous avez ensuite été directeur adjoint scientifique à l'Institut national des sciences biologiques. Au CNRS. Au CNRS, pardon, oui. Ensuite, vous avez été responsable du département de biologie et de santé de l'ANR à partir de 2018. Et depuis 2022, vous êtes directeur des opérations scientifiques de l'ANR. J'ai rien oublié d'important, non ? Non, c'est bien. et je suis revenu... Je suis content de revenir à l'ENS. J'avais mon labo au 46, et donc c'est un plaisir de revenir dans cette maison. Et puis j'ai travaillé aussi, mais c'est moins marqué, pour l'HERS pendant une année, donc je connais aussi le fonctionnement du HERS. Bonjour. Et d'un autre côté, nous avons René Vandis, qui a étudié d'abord l'agriculture biologique, puis la sociologie des sciences. Vous avez, je crois, travaillé pour la FAO pendant quelques temps. Et à l'heure actuelle, vous êtes donc spécialiste de sociologie des sciences et vous vous occupez d'évaluation d'impact de programmes de recherche scientifique, particulièrement donc, qui ont trait à l'agriculture biologique et comment remplacer les pesticides, etc. Oui. C'est bon, je viens d'oublier. J'ai pris mes notes rapidement, j'ai pas eu le temps de les lire avant, donc j'ai peur d'oublier quelque chose. Du coup, si vous voulez présenter quelque chose, est-ce qu'on fait ça maintenant ? Oui, je vais essayer de faire court, je vais sauter plein de choses, parce que c'est pas la peine de vous embêter avec des choses qui ne correspondent pas au thème d'aujourd'hui. Ce serait très intéressant quand même. Oui, mais si on veut discuter des vraies questions que vous avez, mais je vous conseille d'aller de l'autre côté. Ça va pas être très long. Donc juste un peu pour vous présenter le cadre de l'activité de l'agence où je travaille aujourd'hui depuis 7 ans, les missions de l'ANR et leur mise en œuvre. Donc le travail de l'agence, ce n'est pas de faire l'évaluation, c'est d'organiser l'évaluation, ce qui n'est pas la même chose. L'évaluation, elle est faite par la communauté scientifique, des experts, des pairs. Il est hors de question qu'un membre de l'agence fasse l'expertise d'un projet. Donc le cycle est le suivant. Vous avez, c'est notre cycle habituel, annuel en gros. On a la programmation, donc la définition des programmes, des appels à projets de recherche, qui se fait par des réunions de comité de pilotage de la programmation, qui associe les représentants de la communauté scientifique via les institutions, qui associe le ministère et l'ANR, et la programmation est arrêtée par le ministère. Nous organisons ensuite les appels à projets, la sélection, et c'est là que nous avons un travail à faire, on fait le suivi, et on fait de l'évaluation ex post, qu'on appelle évaluation ex post, output, outcome, impact. C'est bilan et impact. On verra que pour moi l'impact, c'est pas si simple que ça à mesurer, et c'est surtout à quel moment vous pouvez mesurer réellement l'impact, ce qui est en général 10 ans à peu près après le début du projet, voire un peu plus. Donc c'est un vrai sujet. Je vous présente pas ce qui est à gauche, ça fait partie des missions de l'agence. Les engagements de l'ANR, donc garantir la qualité, l'efficience et la transparence. Tous nos processus de sélection sont certifiés ISO 9001, donc il y a une certification, donc une reproductibilité, etc. pour l'ensemble des processus qui est la sélection pour financement d'appel à projets génériques. On est au service de la science et on contribue à faire évoluer la culture scientifique, toujours en concertation avec les scientifiques, les analystes et les établissements de recherche. Parmi les choses que vous n'avez pas dites, il y a 25 ans, j'ai créé un enseignement qui s'appelait Biologie et Société, en licence et en master à jusque, qui existe encore. Il y a peu d'étudiants malheureusement, mais c'était déjà dans cette logique-là. Un cadre général de principe qui, là par contre, doit vous causer, aujourd'hui en particulier,
Donc une politique de l'ANR en matière d'éthique, d'intégrité scientifique et de déontologie, ce qui est important pour les experts et l'organisation d'évaluation, une évaluation réalisée par la paire, une politique égalité, on a le label égalité aussi, on a obtenu le label égalité qui est une norme ISO maintenant, on est un des premiers établissements publics à l'avoir, une politique de sciences ouvertes, tous les chercheurs qui ont un projet chez nous s'engagent à publier leurs résultats en sciences ouvertes. Et puis, on est signataire d'un certain nombre de conventions, d'accords. DORA, c'est la déclaration de San Francisco. CSTI, c'est la promotion de la culture scientifique, technique, industrielle. PPST, c'est protection du patrimoine scientifique et technique, qui prend de plus en plus d'importance en France, mais aujourd'hui aussi, enfin, en Europe. Et enfin, les objectifs du développement durable. Il y en a d'autres, on n'a pas tout ici. Les objectifs du développement durable, tous les projets qui sont déposés à l'agence doivent inscrire dans quel objectif ils s'inscrivent. Le seul problème pour le moment, c'est que c'est du déclaratif et qu'on n'a pas actuellement de recul pour savoir si, effectivement, au bout du compte, est-ce que ça correspond. Mais ils sont obligés d'y penser au moment où ils déposent le projet. Donc tout ça pour faire un cadre favorable à la conduite de recherche intègre et responsable. L'objectif est de renforcer le lien de confiance entre science et société. Quelques éléments. La charte ANR et ses principes, charte de déontologie, je ne vais pas reprendre ce qui est indiqué ici, l'ensemble est là. Vous pouvez télécharger de toute façon cette charte directement sur notre site de l'ANR, vous pouvez donc avoir cette charte, il n'y a aucun souci, révisée en 2018. Ces principes s'appliquent à tous ceux qui sont concernés par l'agence, que ce soit les personnels de l'agence, que ce soit les évaluateurs ou les experts qui vont réaliser les évaluations, les chercheurs et les chercheuses qui déposent un projet à l'ANR, et ceux qui sont impliqués dans les projets financés, etc. Et puis les bénéficiaires des aides, organismes et établissements. Il est évident que nos engagements sont en général en phase avec les engagements des institutions, autrement ça n'a pas de sens. Une politique en matière d'éthique, intégrité et déontologie. L'année dernière, il y a à peu près un an, on a publié un document unique en politique en matière d'éthique, d'intégrité et de déontologie. Là aussi, téléchargeable directement sur le site. Je ne vous fais pas la définition, je pense que je ne vous lis pas tout ça, vous en savez plus que moi dans le domaine. Malgré tout, c'est important pour nous, c'est un guide. Simplement pour rappeler ce qui est intéressant, ce qui est en bleu ici, donc l'ANR encourage les équipes de recherche à intégrer dans leur démarche de recherche une réflexion sur les enjeux éthiques, etc. Sur l'intégrité, il est de la responsabilité des chercheurs de connaître les bonnes pratiques dans le domaine et mettre rigoureusement en œuvre pour réaliser dans leurs travaux. Donc tout ça, c'est des rappels. Normalement, l'employeur est, à mon avis, largement celui qui doit implémenter cette politique. Nous, on est juste là pour le rappeler au travers des projets. Les projets sont réalisés au sein de celles des laboratoires. On ne va pas aller voir dans les laboratoires comment ils font. Donc il faut que ce soit en phase avec cela. C'est des engagements. La déontologie, vérifier les liens d'intérêt tout au long du processus d'évaluation. Ça, c'est un problème spécifique aux évaluations des projets où effectivement, il faut s'assurer que l'évaluation est faite de façon sincère, honnête, etc. et sans conflit d'intérêt. Des applications concrètes. Là, je pense qu'il y avait des choses que je voulais rappeler. Chaque nomination, donc d'abord les engagements de confidentialité, la nomination des évaluateurs, des experts. Je ne vais pas revenir là-dessus. La gestion des conflits d'intérêts, on a un travail très important et on est même plutôt en pointe par rapport à ce qui fait dans les agences nationales des autres pays. Donc on n'a vraiment pas de souci, on est plutôt bien situé par rapport à ça. L'évaluation de la pertinence de la recherche. Et ça, on en arrive à l'éthique, on va voir quelques cas particuliers, au regard des finalités de la recherche proposée, au regard des moyens. Là, je voulais revenir sur quelques projets qui ont posé problème dans les comités et qui ont été d'ailleurs, pour lesquels on a eu des rétentions des projets, entre guillemets, ou un arrêt des projets. Premièrement, quelques exemples. Utilisation de produits toxiques interdits par la réglementation européenne. On avait un projet franco-brésilien dans lequel le laboratoire français devait produire une nouvelle molécule, un nouveau pesticide dans une famille de molécules interdites en Europe pour développer au Brésil, parce qu'au Brésil, c'est autorisé. Ça a posé un certain nombre de problèmes au sein du comité. On a bloqué le projet, c'était pas vraiment, ça ne nous paraissait pas raisonnable. Je pense que ces exemples-là. Là, on a eu aussi un projet qui était plus dans le domaine SHS, c'était pas en médecine, mais c'était plutôt une réflexion, surtout SHS, santé publique. Il fallait prélever des dents de lait chez les enfants du Zimbabwe. Et les méthodes et la façon dont étaient prélevées les dents, quelles étaient les autorisations, les consentements, etc.,
C'était franchement pas clair du tout. Donc on a un peu bloqué les choses. La polygamie dans des contextes législatifs différents nous a posé aussi quelques problèmes dans un pays comme le nôtre. Donc on s'interroge sur ce type de sujet. Ça, c'est des vrais sujets et c'est les comités qui donc ont légitimité à statuer sur le caractère éthique ou non éthique d'un projet. C'est pas nécessairement l'arrêt du projet. Ça peut être simplement qu'il y a des parties du projet qu'on ne va pas autoriser et qui ne feront pas partie de ce qu'on peut faire. Alors après, s'il y a un doute de la part du comité, on a toute une procédure pour pouvoir prendre en compte l'ensemble de ce qui vient d'être dit. Intégrité scientifique, là, normes et principes qui encadrent les pratiques scientifiques, honnêteté, rigueur méthodologique, en cas de soupçon de la part du comité, etc., le soupçon de plagiat, surtout falsification de données, vol de données, c'est des événements qui concernent uniquement les agences de financement de la recherche. Ça ne correspond pas à vos questions, je pense, aujourd'hui, mais pour nous, c'est essentiel de le faire correctement. Les sanctions courues, donc là, c'est pareil. Difficulté à poser des sanctions. Vous avez un chercheur qui se comporte mal dans un établissement. Il y a un problème, plagiat, il a volé des choses, enfin n'importe quoi. Harcèlement, tout ce que vous voulez. Il a une sanction de son employeur. Donc, il est mis à pied 6 mois, 1 an, ça peut arriver, on a eu des cas, quelques cas. Que fait l'agence? Si on laisse le candidat déposer un nouveau projet, la communauté scientifique le sait, et dit, mais nous, son sujet et son projet n'est pas recevable. Donc, il a fallu qu'on établisse des sanctions qui soient en accord d'ailleurs avec les employeurs pour s'assurer que ça collait. Et ensuite, il faut aussi un droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'on n'est pas puni à vie, ou alors on n'est plus dans une société de droit. Donc il y a un vrai sujet pour ces questions-là, qui n'est pas entièrement résolu encore aujourd'hui. Les communautés ont la mémoire longue pour ce genre de problème. Donc pour une recherche, pour une évaluation de la recherche qualitative et équitable, signataire de déclaration de San Francisco, c'est juste pour vous dire qu'on fait une évaluation qualitative sur la base de critères d'évaluation publiés, pas de prise en compte des facteurs impact, le Walsh factor, etc., pas de bibliométrie excessive, je vais dire, de scientométrie. Les CV enrichis, ça c'est fait depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Les critères d'évaluation, je vais terminer avec les critères d'évaluation. Pour l'appel à projet générique, c'est 80% de notre budget. On a 1,2 milliard. On avait 1,2 milliard cette année, on devrait aussi avoir 1,2 milliard l'année prochaine. C'est-à-dire moins que ce qu'on a besoin, mais ça fait rien. On est comme tout le monde. Et je voulais juste rappeler ces critères pour replacer les critères, puisque vous parlez de critères ex ante, puisque c'est avant que le projet soit réalisé. Et les voilà. Donc, le critère 1, c'est la qualité et l'ambition scientifique. Ce critère-là, il y a 2 étapes. L'appel que je présente, il y a 2 étapes. Dans certains cas, il n'y en a qu'une étape, mais là, c'est le plus important, il y a 2 étapes. Qualité 1, qualité et ambition scientifique, c'est le critère le plus important. Si vous n'avez pas la note A, entre guillemets, sur ce critère-là, vous ne passez pas en 2e étape. Critère 2, à la première étape, organisation, réalisation du projet, compétences, expertise, implication du coordinateur ou de la coordinatrice, qualité du consortium, complémentarité des contributions, qualité et expertise de l'équipe, apport du projet, à la prise de responsabilité du coordinateur. On a des projets JCJC. Pour nous, c'est l'occasion, pour des jeunes chercheurs, d'acquérir l'autonomie. Donc c'est absolument important pour nous. Et au développement de son équipe, ça c'est pas pour tous les instruments, mais pour cet instrument-là, c'est essentiel. Et dans la 2e étape, donc là, c'est sur cette évaluation, elle se fait à partir d'un pré-projet, d'une pré-proposition de 4 pages. Et ensuite, dans la 2e étape, ça se fait au mois de janvier, et la 2e étape, c'est au mois de juin. Et là, les chercheurs ont déposé un projet complet d'une 20aine de pages. Et cette fois-ci, donc, on a les 3 critères. Le critère 1, qualité, ambition scientifique, toujours la même chose. Simplement, c'est plus étoffé, donc ça permet de confirmer ou pas la première impression. Organisation et réalisation du projet. Donc on retombe toujours sur les compétences, expertise du coordinateur, de la coordinatrice, qualité du consortium, complémentarité des contributions scientifiques de chaque pays pour les PRCI, c'est les instruments qui est au-dessus, qualité du consortium, complémentarité des contributions, ça dépend des instruments, qualité, expertise de l'équipe, apport du projet à la prise de responsabilité du coordinateur, coordinatrice et au développement de son équipe, c'est les JCJC. Et le troisième critère, c'est impact scientifique et impact potentiel dans les domaines économiques, social ou culturels.
il faut l'entendre dans nos évaluations que l'impact scientifique, s'il n'y en a pas, le projet ne sera pas financé. Les autres, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des projets pour lesquels il n'y aura qu'un impact scientifique, il y en a d'autres pour lesquels on a un impact potentiel. Alors c'est pas ou, c'est pas et, c'est ou, soit dans le domaine économique, soit dans le domaine social, ou dans le domaine culturel. Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs. Mais c'est pas une obligation. L'important, c'est qu'il y ait un impact scientifique d'abord, ça c'est clair. Mais ça peut suffire, il ne faut pas que les chercheurs aillent chercher des impacts potentiels qui n'existent pas. Mais s'il y en a, effectivement, c'est à eux de le mettre en valeur, etc. Stratégie de diffusion, de valorisation du résultat, action de transfert de technologie vis-à-vis du monde socio-économique, donc tout ce qui va pouvoir avoir un développement économique s'il faut. Stratégie de diffusion, valorisation des résultats, y compris promotion de la culture scientifique, technique, industrielle. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire, ça c'est sur l'appel à projet générique. Pour compléter, on a un volet, on consacre 1% de notre budget aux appels qui concernent les sciences avec et pour la société, recherche participative, ambition innovante, valorisation des résultats des projets qu'on a financés, etc. Après, je pourrais dire d'autres choses, mais je répondrai aux questions. J'essayais de faire court pour ne pas manger trop de temps sur les discussions et vos questions. D'abord, merci beaucoup de cette petite présentation qui complète en fin de compte très bien les questions que j'ai prévu de vous poser. Donc ça tombe vraiment bien. Ensuite, juste pour redonner un peu de contexte, dans ce séminaire ou même dans la démarche qu'on a de manière un peu plus générale, ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder comment les chercheurs peuvent, à travers leurs recherches, avoir plus ou moins d'impact. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces questions d'impact, et en particulier c'est pour ça aussi, même si c'est les plus difficiles à mesurer en pratique, qu'on s'intéresse surtout aux questions d'impact a priori, avec l'idée de pouvoir se dire, on va aller regarder potentiellement l'impact potentiel de certains sujets, pour pouvoir se guider en se disant, telle direction de recherche est plus prometteuse pour un chercheur qui souhaiterait avoir de l'impact. Et je crois que je vais pouvoir aller regarder parmi les questions lesquelles je garde et lesquelles je ne garde pas. Alors, je crois que je peux commencer par ma première question, qui serait comment est-ce que les chercheurs et les scientifiques en général perçoivent l'évaluation? Je commence par des questions faciles, éventuellement. C'est toujours... oui, c'est pas facile. Je dis ça en plaisantant. Comment est-ce que l'évaluation est perçue? Est-ce que vous avez des choses intéressantes à dire là-dessus? Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus, mais encore une fois, la question n'est pas forcément très simple. Je commence? Okay. Peut-être d'abord je peux dédier un petit peu mon rôle, parce que je suis ingénieure de recherche à INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, environnement et alimentation, et je suis spécialisée sur l'impact sociétal ex ante, donc en temps réel, et dans les sciences transformatives. Et je travaille sur une approche dans INRAE qui accompagne les chercheurs pour leur orienter vers l'impact sociétal de leur recherche. Donc je travaille beaucoup avec les chercheurs dans la forme d'ateliers, de webinaires. On a un e-cours pour vraiment aller au-delà de leur projet de recherche. Et comme c'était déjà évoqué avant, ça prend peut-être 10 ans, nous on dit même 15 ans, jusqu'à 20 ans après le début d'un projet ou un programme. Donc il y a un décalage énorme entre que nous on fait un projet ANR qui a peut-être 3 ans, 5 ans, et quand on aura l'impact. Donc il y a la société qui est peut-être là et la science ici. Et ce que je veux vraiment montrer, que nous comme chercheurs, on a aussi dans la société. Et donc comment le chercheur pense à ce sujet? Ouais, souvent les sciences humaines et sociales et ces trucs d'impact, c'est un peu ajouté comme supplément d'un projet à Work Package 5. Et donc pour moi c'est très important que ça vienne une partie plus intégrante. Et nous on a fait une recherche aussi sur comment le chercheur pense à un impact. Parce qu'aujourd'hui, on a de grands défis sociétaux et on demande aux chercheurs vraiment, on donne une responsable énorme aux chercheurs, comme répondez-vous ou contribuez-vous à cet énorme défi. Et il dit, ouais, mais c'est pas notre responsabilité. Ok, c'est vrai.
Mais donc on a demandé avant qu'ils ont travaillé avec nous, ok, qu'est-ce que vous avez pensé? Comment vous pouvez contribuer à cet impact? Et aussi on a comparé après. Et on a vu vraiment un changement, même si c'était très difficile pour eux de penser à impact et qui est responsable pour cet impact. Mais on a vu qu'avant, pour toutes sur les questions scientifiques, un point de vue scientifique, donc si nous on donne les preuves aux sociétés ou aux autres que notre recherche fonctionne, ou on montre que c'est acceptable, quelqu'un sera intéressé. Presque au milieu du mur et quelqu'un veut le prendre après. Et après, il commence vraiment à voir, ah non, mais en fait, l'impact, c'est pas le résultat direct de la recherche. En fait, c'est le résultat de l'utilisation de notre connaissance, pas d'autres parties prenantes. Donc, il se voit plutôt dans un réseau avec de... Désolée, j'ai parlé un peu long. Mais... Non, parce que je risque d'être plus long. J'en prie. Je pense que il n'y a pas de réponse univoque. Il y a plusieurs réponses possibles en fonction de la situation dans laquelle vous mettez le chercheur. Parler de l'INRAE, c'est un établissement qui a une vocation, qui a une mission, qui est l'agriculture, la sécurité alimentaire. Donc la mission, évidemment, on sait tout de suite quel impact on va avoir, puisque l'objectif, c'est d'assurer la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est une des missions majeures de l'INRAE. Si vous me parlez de l'INSERM, ça va être la santé. Donc effectivement, l'impact de plein de projets, je ne dis pas tous d'ailleurs, ça va être de pouvoir répondre à des problèmes de santé. Moi, j'ai géré les appels Covid, je le disais tout à l'heure à l'agence. On avait des appels recherche-action, c'est-à-dire les appels recherche-action pendant la pandémie. J'ai jamais eu autant travaillé que pendant la pandémie. Moi, le confinement, je ne l'ai pas vu. J'étais au boulot tout le temps. Chez moi, mais au boulot. Donc, l'objectif, c'était qu'on avait des projets de 3 mois. Et l'objectif, c'est que les résultats qui étaient produits au bout des 3 mois puissent avoir des conséquences immédiates sur les mesures qui seraient prises en termes de santé publique en France. C'est ce qui a marché, pas pour les 350 projets qu'on a financés, mais on a une vingtaine de recommandations qui sont passées simplement dans les règles qui ont correspondu au confinement. On a quelques éléments sur les aspects fondamentaux du fonctionnement du Covid, le fait que la voie interféron, pour ceux qui connaissent, était très sensible, c'est-à-dire que les gens qui étaient mutés dans cette voie interféron sur certains éléments faisaient systématiquement, avaient une très forte probabilité d'avoir une forme grave de la maladie, et en termes de diagnostic, c'était très important. Voilà, ce genre de choses. On a pu aussi montrer, j'étais le premier au Sénat à dire que l'hydroxychloroquine, ça marchait pas, puisque... Oui, c'était en octobre 2020, je peux vous dire qu'à l'époque, je me suis pris une volée de tweets et de machins, parce que oui, il n'y croit pas. Ben non, j'y crois pas, ça marche pas. Et ça marchait pas. Bon. Voilà, donc ce genre de choses, alors ça c'est facile. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est sur la grande majorité de nous, ce qu'on finance, c'est-à-dire où il n'y a pas de mission, c'est-à-dire qu'on cherche à créer des connaissances, et l'impact éventuel n'est pas inscrit dans l'établissement dans lequel on est. La recherche universitaire, le CNRS pour prendre cet exemple-là, les autres ont souvent des objectifs qui sont bien ciblés, c'est un peu plus... On peut effectivement assez facilement, sur une partie des projets, pas sur tous, et définir un impact sociétal qu'on peut définir ex ante. Sur les autres, ex ante, c'est très compliqué, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais à prédire, bon courage. Et quand en plus il y a 15 ans entre les deux, est-ce que c'est vraiment ceux qui l'inscrivent qui vont avoir l'impact ou est-ce que c'est ceux qui n'y ont pas vraiment pensé et qui vont l'avoir? Comment vous faites pour faire la différence? Donc moi je suis un petit peu sceptique sur cet aspect-là. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et puis si vous voulez faire la voiture de demain, effectivement vous aurez la voiture de demain, vous aurez des prototypes, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rater les grandes ruptures technologiques comme on l'a souvent fait en Europe, en France en tout cas. Et on fait les découvertes et elles sont réalisées, produites ailleurs, ce qui est quand même un vrai drame. Oui. Voilà, donc je dirai d'autres choses après, mais ça c'est vraiment important pour moi. Et je ne crois pas à définir des projets de façon systématique, définir l'impact potentiel ex ante me paraît un risque important. On va passer à côté des découvertes et des choses qui vont révolutionner notre société. C'est vrai que ça peut être au moins... Je peux ajouter quelque chose sur ça? C'est fait exprès, oui, vas-y. Parce que je suis d'accord, mais en INRAE, je travaille aussi avec des chercheurs plus fondamentaux et je reçois beaucoup cette question. Mais non, moi je suis un chercheur fondamental, c'est pas pour moi.
Je suis d'accord. Je dis oui, bien sûr, vous n'êtes pas responsable pour avoir l'impact, parce que l'impact, c'est pas. Il y a d'abord, on ne doit pas juste changer la science, on doit changer la société entière en fait pour avoir. On a besoin de transformation. Il y a pas. J'ai travaillé beaucoup dans des projets pour zéro futur sans pesticides. Et c'est pas que ces projets. Il y a aussi l'éco-phyto. Il y a aussi beaucoup d'autres politiques publiques qui passent. Et toujours, je dois comprendre que spécifiquement le scientifique fondamental que non, ok, pour vous c'est une question plus loin, mais qui plus que vous êtes au début de la recherche. Alors, je vais prendre un exemple ancien exprès. En 1870, la France perd la guerre contre la Prusse et un des problèmes majeurs qu'on avait dans l'armée française, c'était le manque de communication entre les corps d'armée. Réponse de l'armée, on va promouvoir les pigeons voyageurs, parce que c'est très important pour pouvoir assurer la communication. Sauf que c'était la période où les ondes électromagnétiques étaient en train de se mettre en place, le téléphone, la radio, etc. C'était dans la même période. Donc, si on se base uniquement avec un impact sociétal immédiat, on peut arriver à ce genre d'erreur qui n'a pas de sens. Donc, faire attention, prendre des précautions avec ces approches. C'est vrai que l'impact, c'est pas nécessairement intentionnel. Ça peut bien être non intentionnel, positif et négatif. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Et je n'ai pas parlé parmi les choses qu'on a actuellement, c'est toutes les recherches à usage dual, dans lesquelles on a pas mal d'analyses pour savoir si on doit pas autoriser un certain nombre de recherches qui peuvent avoir des applications extrêmement intéressantes et d'autres moins. La même recherche, qui est un vrai sujet. Un sujet dont on parlera. Ce qui est un vrai sujet. Dans quelques séances plus loin. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question intéressante? Tout ce qui est... on a déjà pas mal parlé du coup de la manière dont les référentiels de mesures d'impact sont déterminés, de la manière dont... comment est-ce qu'on peut évaluer l'impact. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à ajouter là-dessus? Oui, beaucoup. Pour moi, c'est vraiment d'aller au-delà d'indicateurs juste quantitatifs. Parce que pour nous, ils demandent souvent, oui, mais on veut savoir l'impact maintenant et on a besoin d'indicateurs quantitatifs. Ok, mais l'impact est un processus. Oui, et c'est un processus qui est très complexe, très incertain. Et pas du tout linéaire, même si ça a l'air de temps en temps, c'est un chemin d'impact. On a input, output, outcome, impact, mais ça ne marche pas comme ça en réalité. Donc, ouais. Donc pour moi, spécifiquement, si on parle de ex-ante, c'est important d'avoir le référentiel ou d'indicateurs plus qualitatifs ou descriptifs vraiment sur l'anticipation, parce qu'enfin, on est en train d'anticiper. On ne sait pas qu'est-ce qui passe demain. On a juste qu'aujourd'hui, on est dans la phase de recherche. On sait que quelque chose doit passer dans la société, donc comment on peut anticiper et comment on peut mesurer peut-être pas le bon mot, mais orienter vers cette futur désirable, c'est ça. Ouais. Déjà, définir un futur désirable, c'est pas si évident que ça. Non, moi, je sais bien. J'ai déjà des problèmes avec ça, donc je sais pas ce que c'est un futur désirable. Donc, et puis le formater au tenté, est-ce qu'il sera encore vrai dans un an? C'est-à-dire que si vous avez défini un futur désirable, est-ce que c'est le même futur désirable dans un an? C'est pas certain, la situation aura changé, votre environnement aura changé, économique, etc. Ouais. etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Moi, je pense que ce que je vois, en tout cas, puisque je vais bientôt prendre ma retraite, ce que je vois, c'est quand même que faire un projet de recherche ou faire de la recherche il y a 30 ans, c'était plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez 50 000 indicateurs à regarder pour pouvoir déposer un projet et faire vos projets. Vous avez plein d'engagements à faire en ce qui concerne les réglementations sur telle ou telle structure, le bien-être animal, etc. Il y a plein de choses qui ont changé énormément. Donc il y a énormément de contraintes. Ça devient de plus en plus compliqué de faire de la recherche dans nos pays. Ce qui peut d'ailleurs expliquer que dans certains cas, la recherche par ailleurs, parce qu'il y a plus de liberté. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est une vraie question, mais ça devient très très contraignant.
Donc c'est quand même un sujet. Mais je suis très d'accord avec vous. Je voulais justement dire que c'est très complexe et c'est un processus qui est itératif. Donc si on décide aujourd'hui, c'est cette future qu'on veut, dans un an, tout à fait, il faut réfléchir à nouveau. Peut-être il y a d'autres parties prenantes qui sont là, qui ont notre futur désirable, parce que c'est un futur désirable acquis. Mais notamment, c'est le processus d'anticipation, c'est notamment itératif qu'on... À un moment donné, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, où on est, c'est ça. Alors une autre question qui nous intéressait beaucoup, c'est toute la question des conséquences pratiques que vont avoir ces évaluations, autant les évaluations qu'on peut faire ex ante que même les évaluations qu'on peut faire. Et en particulier, l'angle qui est qui nous paraissait en tout cas le plus intéressant à creuser, c'est l'effet que ces évaluations vont avoir sur les choix de direction de recherche qu'on prend ensuite, mais c'est évidemment pas les seules conséquences de ces évaluations. De manière générale, qu'est-ce que vous avez à dire sur les conséquences de ces processus d'évaluation? Peut-être une bonne question pour vous. Je ne sais pas si c'est pour moi. Vous avez tous les deux des choses intéressantes. Je ne sais pas. Les conséquences de ces évaluations. Oui, c'est-à-dire que ça va dépendre du contexte politique dans lequel on est. Le cadre politique joue énormément. Et c'est un vrai sujet, pour moi. Donc c'est compliqué de vous répondre. On voit bien avec ce qui est en train de se passer dans notre pays en ce moment, en termes avec le nouveau Parlement, etc. Suivant les partis politiques, quand ils parlent du budget, on peut prendre simplement les conséquences environnementales, et les approches ne sont pas du tout les mêmes. Donc, comment voulez-vous qu'on se projette dans ce contexte-là? Puisque ce qui est autorisé aujourd'hui risque d'être interdit demain et inversement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Parmi des choses plus fondamentales, qui coupent ce problème politique qui est important pour pouvoir réaliser la recherche, pour faire de la recherche, l'autre aspect, c'est, pour prendre la transition environnementale, faire de la recherche, par exemple, dans le domaine environnemental, pour continuer de mesurer à quelle vitesse la biodiversité baisse, à quelle vitesse le climat augmente. Moi, je veux bien qu'on continue. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Parce qu'on sait que ça va monter, la température. On sait que la biodiversité va baisser. Ça ne m'intéresse pas trop de savoir. On peut multiplier les études à l'infini. En quoi on change la situation? Ça ne change rien. La seule chose, les choses, on peut limiter. Qu'on se batte pour limiter les effets négatifs, ou les limiter, je ne dis pas les annuler. Les limiter, ça, à la limite, ça peut marcher. Mais surtout, c'est ce qui est en train d'apparaître, mais moi, ça fait 5 ans que j'en parle, c'est comment on fait pour s'adapter à l'évolution. C'est ça aussi la vie, en tant que biologiste, c'est important. La vie, elle s'est toujours adaptée. C'est-à-dire que moi, quand on me dit le réchauffement climatique, c'est une catastrophe, la baisse de la biodiversité, c'est une catastrophe. Il y a eu 5 extinctions massives, on s'approche peut-être d'une 6e extinction massive. S'il n'y avait pas eu la 5e extinction massive, nous ne serions pas là, l'espèce humaine n'existerait pas. Est-ce qu'on s'est posé, on n'était pas là, donc on ne s'est pas posé la question, c'est la nature qui a fait ça tout seul. Il se trouve que la 6e, on aura si jamais elle se réalise, on aura une responsabilité dans cette extinction. C'est la seule différence par rapport aux autres. Personnellement, je pense que c'est quand même une différence importante. Mais... C'est une différence importante, mais globalement, la vie ne craint rien à la surface de la Terre, à part si jamais on fait sauter une bombe et qu'on fait sauter la planète. On peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi, mais en dehors de ça, on a eu des crises, 95% des espèces ont disparu à la fin du primaire. Donc, je n'ai pas dit que c'était souhaitable, mais c'est pas quelque chose, il ne faut pas dire que, comme d'habitude, on se met au centre du monde et c'est l'espèce humaine qui fait tout. Non, il faut être beaucoup plus humble que cela, et c'est un vrai sujet. Et bon, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est oui, effectivement, il va falloir, même si on lutte pour que le réchauffement climatique se diminue, s'atténue, etc., de toute façon, il y aura 3 degrés de plus au minimum à la fin du siècle, et il va falloir vivre avec ça. Et ça va mettre en l'air toutes nos sociétés. C'est ça le problème. C'est les sociétés. Ce qu'on a peur, c'est pas tellement de l'évolution de la planète, c'est que les sociétés humaines soient complètement perturbées et modifiées.
Ah bah c'est majeur. Quand vous aurez plusieurs centaines de millions de personnes qui pourront plus vivre dans leur habitat aujourd'hui, vous allez voir les problèmes de migration que ça va générer, les problèmes économiques que ça va générer, enfin tous les problèmes que ça va générer dans notre société. Voilà, c'est juste quelques éléments de discussion. Effectivement, c'est un point intéressant, mais ma question était aussi un peu plus sur cette approche d'évaluation, et là effectivement je généralise un peu plus de l'évaluation des chercheurs, plus ou moins individuellement à l'évaluation de la recherche générale. Quelle influence est-ce que cette évaluation a sur les choix de recherche? J'aimerais bien on évalue des projets de recherche, on évalue la recherche, on évalue les chercheurs. C'est pas la même chose. Donc je vous mélangez là pour moi trois choses différentes. Ensuite, moi je parle jamais de l'évaluation de l'impact de la recherche, je parle de mesurer l'impact. Parce que dans le terme évaluation, et je sais que c'est utilisé dans les articles que j'ai regardé un peu pourquoi vous posiez les questions sous cette forme-là, mais pour moi, évaluer, il y a un jugement de valeur. C'est-à-dire que si vous évaluez, c'est vous donnez une valeur positive ou négative à cette recherche. Moi, je mesure l'impact, après on pourra voir ce qu'on en fait. Mais déjà qu'on mesure l'impact, après on pourra dire si c'est bien ou si c'est mal. Mais j'aime pas trop le terme évaluer dans ce contexte-là. Raison là-dessus. Dans certains cas, je suppose que ça peut se justifier de dire oui, évaluer parce que trop. certains impacts sont positifs ou non, mais effectivement, j'aurais peut-être pu formuler mes questions. Non, mais c'est pas. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Moi, j'ai les articles A de. L'article A, c'est évaluation. Très intéressante. Évaluation et perspective de l'impact sociétal. Voilà. C'est pas social, c'est sociétal. Quand on parle de ex ante, je n'aime même pas le mot mesurer en fait. Ah ben on peut pas mesurer, on mesure après. Pour moi, c'est orienté. C'est vrai qu'on n'y pense pas et que je n'y avais pas pensé non plus. Ex ante, c'est pas mesurer. Je parlais jamais d'évaluation ou de mesurer. Pour moi, c'est vraiment orienté. Bien sûr. Ouais. Mes questions sont très mal formulées, j'ai envie de l'apprendre. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense pas, c'est juste aussi une question très difficile à répondre et je voulais bien savoir un peu c'est quoi. Non, mais c'est pas si simple que ça. Hein, mais en tout cas, moi, l'évaluation des chercheurs et l'évaluation de la recherche, c'est pas la même chose. Et je pense aussi sur cette pratique, je pense aussi on doit... de temps en temps, j'ai des questions où les gens me parlent un peu s'il y a une dichotomie entre la recherche excellente ou la recherche qui est plus motivée par le marché vers une recherche qui est plus motivée par l'objectif sociétal. Je pense qu'on doit aussi... Ils ne sont pas deux différents, on peut faire le même. La recherche fondamentale peut aussi contribuer quand même aussi aux objectifs sociétaux. Et donc, je ne sais pas trop sur le pratique, je pense que lui est le plus spécialiste, mais pour moi, mon but avec NRAE, c'est vraiment de faire comprendre aux chercheurs que la société et la recherche ne sont pas deux choses différentes. La recherche et le chercheur sont dans la société aussi, qu'il faut avoir une connexion avec les parties prenantes. C'est un processus et on a tous des responsabilités et des rôles pour aller dans le... Et c'est une synergie. Et j'utilise souvent une métaphore d'une maison. Une maison, quand on construit une maison, c'est une question de synergie. Si on n'a pas une porte, tu peux faire une très belle maison, mais s'il n'y a pas une porte, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on ne peut pas mettre le toit avant qu'on ait le mur. Donc, c'est ça. Bien sûr. Est-ce que vous avez peut-être un point à ajouter? J'avais un truc, mais ça m'a échappé. C'était quoi la question? La question, c'était... comment est-ce que j'avais écrit ma question? Tout ce qui était en termes de conséquences pratiques de l'évaluation, plus au niveau du coup de l'évaluation de la recherche en général, ce qui est un peu différent, et surtout en termes de comment l'évaluation peut avoir une influence sur les choix de recherche futurs, en fait. C'est ce point-là qui était... Nous, on fait de la prospective tout le temps. Hein. On fait de la prospective tout le temps. Maintenant, est-ce que ça correspond à ce que vous attendez? Je ne sais pas. Par exemple, là, en santé, un des problèmes majeurs, c'est en train de changer, mais pas vraiment. On fait plein de choses sur des domaines qui sont déjà très travaillés. Et par contre, sur la santé mentale, même si vous avez le mois de la santé mentale en ce moment, etc., le nombre de chercheurs et de spécialistes, de médecins spécialistes dans le domaine est très très faible en France. Ça, c'est intéressant.
intéressant parce que justement, vu moi, je sais, c'est pas mon domaine, donc la seule chose que je vois, c'est qu'on en entend. Si vous parlez des maladies neurodégénératives, vous avez des centaines de personnes. Il y a le plan machin, il y a le plan Alzheimer, il y a le plan maladie neurodégénérative. C'est très très bien et on va continuer à refaire ça. En santé mentale, en Europe et en France, ça coûte des centaines de milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale au travail, dans leur vie quotidienne, sans que finalement ce soit un sujet qui soit suffisamment travaillé. Il faut former des tas de gens. C'est pas la peine de financer de la recherche pour le moment. Il faut commencer par former des gens dans le domaine pour qu'ils puissent faire de la recherche ensuite. Donc on a tout un pan vraiment majeur à faire. Et je trouve qu'on est très mièvre par rapport à ça. Voilà le genre de... Pour moi, l'approchement, un exemple de prospective, ça me paraît vraiment être un sujet. Très intéressant, très intéressant. Et du coup, je crois que ça ne me laisse que la dernière des questions que j'avais avant qu'on passe peut-être aux questions du public, qui était, un peu en guise de conclusion, c'est un point qu'on a déjà un peu vu, quelles sont les limites de l'évaluation telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle, et surtout, dans quelle direction est-ce que vous pensez que ça devrait évoluer, ou bien dans quelle direction est-ce que vous voyez l'évaluation évoluer en pratique dans les dernières années? C'est une question facile. Oui, je pense que la difficulté, c'est à nouveau le décalage entre le temps entre où on fait la recherche et quand il y aura l'impact, parce que comme ça, on ne voit pas. Mais aussi, ce que j'ai vu avec le chercheur avec qui j'ai travaillé, c'est vraiment un manque de temps. Pour eux, c'est encore un supplément. Donc, je veux dire que, mais pas l'analyse de l'impact comme Work Package 5 à la fin du projet. Ça doit être une partie plus intégrale dans le projet. Et aussi plus de formation parce qu'au début, nous, on a pensé, on fait un cours et on laisse le chercheur travailler un petit peu en autonomie, mais on n'a pas l'habitude de réfléchir sur les choses de l'impact, de transformation. C'est le terme que beaucoup de chercheurs n'utilisent pas dans leur travail. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, donc peut-être on peut déjà commencer à l'université ou avant pour notamment penser un peu ce type de réflexion. Je pense que c'est très important que ça devient plus intégré dans notre vie de chercheur. Ouais. Intéressant. Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de possiblement, dès le niveau de l'université, etc., permettre aux chercheurs de se préoccuper davantage d'impact et éduquer en quelque sorte les chercheurs davantage aux questions d'impact? Oui, alors bon... Bon. Il y a 25 ans, aujourd'hui, enfin un an près, il y a 25 ans, je voulais qu'on change les programmes du secondaire. Je pense, je vais faire hurler s'il y a des biologistes ici, qu'apprendre qu'il y a des sporanges sous les feuilles de fougère en 5e, je vois pas bien à quoi ça sert pour des gens qui les reverront jamais après. Et je pense que tout le programme est basé sur ce genre d'analyse, d'observation, etc. Moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'une partie du lycée, c'était surtout le lycée qui m'intéressait, c'est qu'il soit consacré aux sciences de la vie au travers des problèmes de société qui concernaient la biologie. Donc je voulais je souhaitais qu'on ait un chapitre sur les grandes causes de morbidité en France ou dans le monde, avec les évolutions des thérapies, etc., comment ça fonctionne. Je voulais qu'on ait des choses beaucoup plus ciblées sur les grands enjeux des transformations environnementales, sur les problèmes éthiques, sur la procréation médicale assistée, tous ces aspects à la fois de santé, les enjeux de la connaissance des cartes génétiques avec les conséquences qu'on a en termes de coûts d'assurance. Enfin, tous les aspects qui concernent l'individu et qui ont à voir avec la science dans le domaine que je connaissais, la biologie. Et c'est tout à fait faisable dans d'autres domaines. Ça s'est pas fait parce que la commission des programmes n'a pas accepté ce genre de choses. Et donc pour moi, c'est pas tellement les chercheurs qu'il faut faire changer, c'est la population. Les chercheurs, ça viendra naturellement. Je veux dire par là que si la population était éduquée à l'impact de la science sur leur vie, et qui a eu des aspects absolument fantastiques au cours du temps, il n'y a pas que des aspects négatifs,
Hein, je rappelle, en 1900, l'espérance de vie était de 45 ans. On a changé. Est-ce que c'est un bien, c'est un mal? On peut en discuter. Mais en tout cas, on vieillit quand même mieux. La santé est quand même mieux prise en compte. Il y a des tas. Le mode de vie est mieux pris en compte. Le travail est moins pénible pour la majorité des gens. C'est pas vrai pour tout le monde, mais pour la grande majorité des gens. Il y a des tas de choses qui ont bougé grâce à la science. Il y a des aspects négatifs, hein, c'est pas la question. Je suis pas positiviste. Mais ce genre de choses me paraît absolument indispensable. Pour les chercheurs, j'ai envie de dire que c'est pas plus que le reste de la population. Si si toute la population avait un minimum d'éducation à cette vision des choses, je pense que ce serait beaucoup plus facile de faire de la recherche et de pouvoir faire adhérer les gens. Moi, il y a trop de choses éloignées de cette base fondamentale scientifique qui manque dans ce pays. Quand vous savez que dans les instituteurs, les profs des écoles, qui vont avoir à former les gens en maths et un peu aux sciences, 90% sont uniquement des littéraires qui haïssent les sciences. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Voilà des problèmes fondamentaux qui me paraissent plus importants que, je comprends la question de dire oui, pour les chercheurs, il faudrait faire ceci, cela, moi je veux bien, mais on ne va pas régler le problème. C'est là qu'il faut régler le problème. Parce que c'est aussi... Le cadre politique est absolument indispensable pour pouvoir avancer. Et pour ça, il faut qu'on ait des électeurs qui comprennent de quoi ils parlent. Intéressant. C'est vrai que j'ai quelquefois l'impression qu'il y a eu quelques peut-être mouvements dans cette direction-là, mais c'est vrai que je suis tout à fait prêt à croire que c'est encore loin d'être suffisant. Est-ce que vous avez peut-être des choses à ajouter, soit sur ces points-là en particulier, soit peut-être davantage sur l'effet, au niveau de la mesure d'impact plus loin dans le temps, au niveau des chercheurs et de la recherche en lui-même? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est très bien. Okay. Parce que pour moi, ça montre à nouveau comme la recherche est, comment dire, pas connectée ou disconnectée de société. Pour moi, la science est dans la société, donc on doit changer la science et la société aussi. Et donc, je suis d'accord, la société doit changer, elle doit être ouverte, mais aussi comment la société peut être consciente de qu'est-ce qu'on fait dans la science. Donc, comme j'ai dit avant, c'est pas comme on fait la science et si on a une preuve de concept, quelqu'un sera intéressé, ça va pas hein, comme ça en réalité, je pense. Et donc... Il y a eu des pays qui avaient une volonté de faire de la science qui cadrait avec leur système politique. L'URSS, par exemple, je vous conseille d'aller voir les travaux de Lysenko en génétique, c'est une catastrophe. Ça concerne la biologie végétale d'ailleurs. C'est quand même une catastrophe. Donc, faisons attention de ne pas mettre un carcan qui va... Ne faisons pas dire à la science qu'on a envie d'entendre. Bien sûr. La liberté académique, je pense qu'il faut... Non, mais la notion de liberté académique, il faut que la science soit adossée à la société et aux attentes de la société, j'entends bien, mais la liberté académique doit rester. Il y a plein de raisons, et la raison principale, c'est que la science, c'est pas exact, justement. C'est-à-dire que quand vous faites un projet de recherche, vous savez pas si vous allez avoir le résultat que vous escomptez. Et si vous le savez, c'est que c'est plus de la recherche. Donc à partir de ce moment-là, quand vous me dites oui, il faut savoir dans quelle direction on va, est-ce qu'on va avoir comme impact, pour moi, ça c'est du travail d'ingénieur. C'est-à-dire que vous avez une preuve de concept, j'ai entendu le mot, et vous allez mettre en œuvre la preuve de concept. Mais avant, il faut déjà avoir la preuve de concept. De la manière dont je voyais l'idée de faire une recherche qui soit potentiellement plus guidée par l'impact, c'était pas forcément en termes de on sait précisément que si je fais telle expérience, etc., j'aurai tel impact précis. C'était plutôt en termes de si je me dirige dans telle direction, ça m'ouvre la possibilité d'avoir un impact ou pas, et on va voir après ce qui se passera, mais bien sûr que jusqu'à un certain point, ce que vous dites tient quand même, parce qu'effectivement, le vrai moyen de pouvoir être vraiment sûr de l'impact qu'on pourra avoir, c'est de nouveau l'ouvrir. Un autre exemple... justement, qui montre bien que ça ne fonctionne pas comme ça à la science. CRISPR-Cas9, vous connaissez tous, enfin je pense, s'il y a des biologistes, je suis désolé pour le versant biologiste, puis en plus on est tous les deux biologistes, donc on pourrait y avoir d'autres domaines. Mais CRISPR-Cas9, est-ce que vous savez quels sont les premiers qui ont travaillé sur le système CRISPR-Cas9 ? J'ai une
très mauvaise mémoire des noms. Non, je ne parle pas des gens, je parle des institutions, je n'ai même pas les noms. Donc c'était des gens qui travaillaient à la DGA, Direction Générale de l'Armement, l'AID, qui étaient parmi les premiers à travailler dessus. Ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres dans le monde qui travaillaient là-dessus. Et ils travaillaient sur la résistance de bactéries à des bactériophages. Donc c'était à l'époque, c'était aussi pour voir comment on pouvait, parmi les objectifs qu'il pouvait y avoir, c'était d'envisager, il y avait à un moment donné une possibilité, c'est à la place d'utiliser des antibiotiques, d'utiliser des bactériophages qui vont détruire les bactéries, puisque c'est des virus, des bactéries. Et puis ces bactéries avaient une capacité d'être résistantes. Donc il y a des gens qui travaillaient sur ce système CRISPR-Cas9 qui permettait ce genre de choses. Lorsque les gens ont travaillé là-dessus, d'ailleurs les recherches ont été arrêtées parce que l'impact, on ne voyait pas trop quoi en faire. Mais c'est grâce à ces travaux-là qu'on a découvert CRISPR-Cas9 et qu'on en a fait un outil de biologie moléculaire qui aujourd'hui est très répandu. Donc si on n'avait pas fait, si on avait suivi ce que vous êtes en train de dire, faire l'analyse ex ante de l'impact potentiel, on n'aurait pas financé ces projets-là. Et donc on n'aurait pas pu trouver la suite. Voilà, c'est juste pour montrer les limites que ça a. Mais bien sûr, au contraire, vous faites très bien de montrer que c'est... Ça ne veut pas dire que... Moi, encore une fois... Non, mais je sais bien, mais... En faveur de l'impact absolu... Non, mais c'est pour ça que je suis très prudent sur ce genre de choses. Et puis, je reviens bien sur le côté... la recherche, oui, il y a un pourcentage de travail, il y a un pourcentage de talent, parce que si vous n'avez pas de talent, ça ne marchera pas, mais c'est vrai dans tous les domaines. Et puis, il y a quand même un facteur chance qui, à mon avis, est largement 50%. En plus, pour que ça marche, pour chercheur donné, il faut être le premier. Donc, si vous êtes le second, c'était bien, mais vous avez raté quand même. Donc, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc oui, et ça, après, si vous commencez à rajouter l'impact machin, ça devient très compliqué. Qu'on régule déjà a posteriori les choses qui vont aller dans le décor, ça oui. Mais est-ce qu'avant, il faut vraiment définir ce qu'il faut pour que ça marche? C'est très dans l'air du temps, et ça me fait penser, moi j'ai participé à Sauvons la Recherche, d'ailleurs dans la maison ici, Sauvons la Recherche en 2004, ça ne me rajeunit pas. Et c'est vraiment important de pouvoir laisser cette liberté académique. Je pense vraiment que c'est important. Ça m'embête vraiment, cette notion de tout cibler. Et donc l'idée aujourd'hui, et ça va revenir parce qu'on a des contraintes budgétaires, on va nous refaire le coup de nous dire on va financer que les recherches qui vont nous servir. Parce qu'on n'a qu'à financer les bons. C'est pas la peine de financer les moyens, on perd notre temps. Donc il faut en financer les bons. Le problème, c'est que les bons de demain, je ne sais pas qui c'est. Et je ne sais pas comment faire. C'est comme si vous disiez, on veut Kylian Mbappé, mais on supprime tous les centres de formation des jeunes. Si vous ne faites pas les centres de formation des jeunes, vous n'aurez pas le Kylian Mbappé non plus. Eh bien, pour la recherche et pour la science, c'est le même problème. Il faut des gens moyens pour avoir les bons dans les gens moyens. Les excellents, vous les aurez là. Et on revient toujours pareil, si vous voulez développer en économie des start-up, et on a des problèmes dans l'agence même pas uniquement dans l'agence, mais au niveau mondial quasiment, on ne sait pas financer de la recherche à risque. On ne finance que de la recherche avec de très bons scientifiques. Donc, quand on dit prise de risque, c'est souvent des très bons scientifiques. Ils font de la très bonne science, mais il n'y a pas de prise de risque réellement. Comme ils étaient excellents, ils continuent à faire de la science excellente. Mais on n'a pas changé de paradigme. Pour changer de paradigme, il faut prendre des risques. Ça veut dire que si vous financez 100 projets, ça revient avec vos histoires. Si vous financez 100 projets de recherche à risque, s'il y en a un qui marche, eh bien c'est correct. S'il y en a plus qu'un ou deux qui marchent, c'est que vous n'avez pas pris de risque. Mais justement, et pour prendre ces risques-là, si vous commencez à prendre tous les impacts, etc., vous allez tout orienter dans des directions incrémentales sans avoir de changement de paradigme. C'est vrai d'ailleurs que justement, l'idée de pouvoir à la fin... L'objectif très vague de pouvoir à la fois faire de la recherche qui soit plus risquée, parce qu'effectivement tout le monde reconnaît que c'est un problème, et potentiellement, si possible, faire quand même de la recherche qui puisse avoir davantage d'impact. C'est un peu la quadrature du cercle, mais en soi, c'est quelque chose qui nous intéresse pas mal. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres choses à dire là-dessus. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait,
les rajouter. En fait, on peut tout faire. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de ne faire que d'avoir qu'une vision des choses. Il ne faut pas que l'aune de l'évaluation à travers les indicateurs soit uniforme. On a des appels qui sont ciblés, qui sont finalisés. On veut résoudre des challenges, des verrous technologiques. Il y en a eu pour désherber en intrarang sans pesticides. Eh bien, il y avait un enjeu appliqué, il fallait faire des prototypes, il y avait un appel qui était dédié à ça, et il y avait un véritable objectif. Et là, l'impact, il était ex-ante, c'était évident, c'est ça qu'on voulait faire. Ouais. Aujourd'hui, on développe des appels sur les sciences avec et pour la société, des recherches participatives, on veut absolument... Et on ne peut pas avoir de projet s'il n'y a pas d'association ou de structure de la société civile. Donc on peut faire ce genre de choses, mais il ne faut pas demander à tout le monde. Il faut que le cadre soit différent pour chacun des cas. Et ça, c'est important. C'est peut-être un point qu'on n'a pas suffisamment évoqué aujourd'hui. Suffisamment d'emphase, mais effectivement, d'un côté, c'est une très bonne chose d'essayer d'avoir de l'impact, soit sur des questions comme les questions des pesticides conventionnels, il y en a d'autres, prêtent par défaut, soit sur d'autres questions, mais c'est sûr que ça ne doit pas être le seul guide. Sans ça, on ne va jamais rien découvrir de nouveau. Voilà, je peux répondre très vite vos dernières, et peut-être c'est aussi un bon lien pour votre prochaine séance sur le citoyen, oui. Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous avez évoqué, oui, non, mais vous avez évoqué de bonnes choses et ça montre aussi la complexité parce que mon rôle est très différent et c'est intéressant de savoir connaître un peu cette côté ANR et plutôt politique, mais pour moi, mon rôle est, oui, souvent je suis dans la recherche un peu plus appliquée. Mais c'est bien. Oui, c'est bien, mais pour nous, c'est très important pour le changement, parce que tu demandais sur le changement, le partie prenante. Donc nous, on veut vraiment qu'ils commencent à réfléchir sur la même question, comme au début, on aurait fait tout cet exercice, tout le 1 an et demi, 2 ans, avec plus et plus de parties prenantes. Et parce que c'est pas par hasard que quelqu'un dans la société, soit quelqu'un de technologie, soit un citoyen, soit quelqu'un de politique publique, qui est au courant d'une recherche ou qui est intéressé par une recherche. C'est pas comme moi je le fais quelque chose et quelqu'un sera. Donc il y a vraiment cette lien. Donc intéresser la population. Oui, et une option, mais c'est pas pour ça montre la complexité de tout ça, parce que mais une option, c'est vraiment ce type de recherche d'action, recherche participative, recherche avec le tiers lieu, tu vois, il y a tout ça qui je pense est très important aussi, qu'on voit plus en plus, parce qu'aujourd'hui on a les grands défi. Il y a l'Union européenne, il y a tout ce programme qui finance beaucoup de recherches sur les grands défis sociétaux. Ils ont 7 missions sociétales, donc beaucoup de recherches en Europe, c'est sur ces questions sociétales qui sont énormes, qui ont vraiment besoin d'autres types de... Pas que, mais c'est une possibilité. Quelques éléments supplémentaires. Donc sur l'appel à projet générique, on a 57 comités cette année. C'est un appel blanc, c'est-à-dire que dans cet appel, il y a 57 comités pour pouvoir évaluer les projets. Mais n'importe quel projet peut se retrouver déposé à l'APG sur n'importe quelle thématique, c'est possible. Il y a un endroit pour le faire. Sur ces 57 axes, des axes, c'est un mauvais choix, je redis, c'est complètement blanc. Il y en a 36 ou 37 38 qui sont disciplinaires, donc des disciplines classiques, scientifiques, tout domaine de A à Z, tout confondu. Et il y en a 19 qui ne correspondent qu'à des transformations et des transitions numériques, environnementales, socio-techniques, etc. Et donc, cet aspect de répondre à des défis sociétaux, c'est présent là. C'est souvent des sujets interdisciplinaires, c'est pas une obligation. Donc ça, c'était un premier point. Donc ça, c'est déjà inscrit pour nous dans les choses. Sur les projets de la Commission, l'Union européenne, j'ai quand même pas mal de sujets, de questions, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont purement... C'est plus de la recherche, c'est de l'innovation uniquement. Ils appellent ça recherche, mais en fait, la seule chose qui est recherchée, c'est le développement économique qu'il y a derrière. À part le pilier 1 avec l'ERC, etc. Il ne faut pas oublier, puisqu'on parlait tout à l'heure d'impact, il ne faut pas oublier qu'en Europe,
le plus grand pourvoyeur, je ne pense pas me tromper, le plus grand pourvoyeur de brevets, c'est l'ERC, qui fait de la recherche purement fondamentale. Eh bien, le pourcentage de brevets publiés sortis en Europe vient pour l'essentiel des gens qui ont une ERC, pour une grande partie. C'est le premier pourvoyeur de brevets. Donc, il ne faut pas dire que la recherche fondamentale n'a pas d'application. L'opposé? Comment? L'opposé, je Oui. pense vraiment. C'est ça. Oui, oui. Donc c'est faux. C'est quand même important. Moi, je pense que c'est vraiment important ce genre d'approche aujourd'hui. Mais je préfère répondre à la question. Donc, eh bien, moi, j'ai fini avec mes questions. Je vous remercie beaucoup. Et autour, peut-être, de vos questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Lui, depuis longtemps. J'ai une question parce que du coup, c'était une question pas mal en rapport avec la discussion assez longue qu'il y a eu entre évaluer l'impact ex-ante des projets, mesurer l'impact ex-ante des projets. Je sais pas comment... Non. Évaluer l'ex-ante, c'est évaluer. Moi, je mesure après. Mais après, c'est compliqué. Orienté. Donc, l'idée que je me disais, c'était de me demander. Donc, la façon dont moi je l'imagine, c'est de me dire, donc, comme vous l'avez bien dit, on ne peut pas demander à tous les projets d'avoir un bon impact ex-ante parce qu'on va rater tous les projets où on ne sait pas encore que ça va réussir. Les projets où les chercheurs ils ont une intuition, ils ne savent pas encore la formaliser, ou ils n'ont pas les bons arguments, mais ça va marcher. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des projets qui. Ils ne savent pas si ça va marcher. Ils espèrent que ça va marcher, ce qui n'est pas pareil. Hein. Mais il y a des projets, comme vous l'avez dit, les transitions numériques, développement durable, qui ont pour but quand même d'avoir cet impact après, donc qui pourraient avoir cette évaluation ex-ante. Et donc, j'ai l'impression que dans ce cas-là, l'outil de l'évaluation ex-ante, sans vouloir garantir une sorte d'impact, parce qu'on n'est jamais sûr, peut être bien pour simplement prendre la décision du lequel va avoir. On a des ressources limitées, on va devoir attribuer des projets en fonction de certains critères. Est-ce que du coup, dans ce cas-là, l'évaluation ex-ante ne peut pas être intéressante? Et est-ce que si elle l'est pas, c'est à cause du coût peut-être qui est trop grand? Non, mais c'est surtout, est-ce qu'elle est fiable, votre évaluation? Moi, je ne suis pas sûr qu'elle soit fiable. Moi, j'évalue des projets, j'ai encore pour la Lituanie en ce moment. Eh bien, la science, je peux savoir si je vois quelles questions ils posent, ce qu'ils attendent comme réponse éventuellement. Maintenant, mesurer si ça va avoir un impact ex-ante, je suis bien en peine pour le dire. Est-ce que tel projet plutôt que tel autre pour l'impact ex-ante? Franchement, c'est au doigt mouillé. Ok. Et dans ce cas-là... Ce qu'on peut dire, si vous voulez, à la limite, ce qu'on peut dire, c'est oui, ils sont en train de travailler pour répondre à cette question-là. Mais est-ce qu'ils vont gagner? On ne sait pas, et pas plus que le sujet d'à côté. Je peux évaluer la démarche scientifique qu'ils envisagent pour répondre à la question scientifique qu'ils posent sur l'impact. C'est gratuit. Moi, j'ai eu des projets internationaux. J'ai mis un impact, mais quand je l'écrivais, j'écrivais parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je le montre, que je le dise, et qu'il fallait que je montre que j'étais intéressé, et que si je le faisais pas, j'aurais pas l'argent. Mais j'y croyais pas plus que ça. Donc c'est pas facile. Alors, c'est déjà pas facile pour celui qui écrit. Alors pour celui qui évalue, bon courage. Moi je sais, faut être humble là-dessus. On n'est pas des devins. Et personne. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est capable de faire, c'est que c'est un militant. C'est-à-dire qu'il croit à des choses et il y a des choses auxquelles il ne croit pas. Et ça m'embête beaucoup pour des scientifiques. D'accord. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est. J'ai l'impression que dans ce cas-là, donc si on a deux projets qui veulent avoir une sorte d'impact, l'idée ce serait donc d'avoir comme on ne peut pas vraiment savoir lequel aura l'impact ou quel est le plus prometteur, on va dire, on devrait plutôt les qualifier sur la qualité scientifique, les autres critères qu'on sait mesurer. C'est ce que je vous ai montré. C'est ce que je vous ai montré sur les critères pour la sélection de nos projets. Moi, je parle des sélections de projets. Après, vous avez l'évaluation de la recherche, HES, etc., ce que vous avez vu ailleurs. Ça, on peut voir autrement. Mais c'est quand même un peu difficile. A posteriori, je peux dire effectivement si un projet a eu de l'impact. Je peux mesurer. Mais avant, je trouve que c'est se donner beaucoup de pouvoir, de dire je suis capable que de dire ça c'est bien, ça ne l'est pas, sur les éléments que l'on a au moment où on fait l'évaluation.
Alors par contre, on peut dire, oui, vous travaillez sur des cellules cancéreuses, avec un peu de chance, si vous avez des résultats positifs, ça pourra apporter quelque chose sur le cancer. Ça, d'accord. Si vous travaillez sur un truc qui n'a rien à voir, sur une cellule végétale, et que vous dites que ça va avoir un impact sur le cancer, ça va quand même être très difficile, à vous croire. Mais l'impact n'arrive pas par hasard, donc on doit quand même l'orienter vers... Si on ne commence pas à orienter les recherches, c'est pour cette raison que je trouve que c'est pas facile et je suis vraiment d'accord avec vous, mais quand même, je suis aussi contente quand INRAE, même si c'est petit, on commence avec cette... Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il y a des endroits où, si vous avez un appel qui est de recherche finalisée qui est ciblé, si le porteur de projet n'est pas capable de dire en quoi ça va aider dans le domaine, il ne répond pas à la question. Encore une fois, ça dépend du contexte dans lequel vous faites cette évaluation ex ante. Ça ne s'applique pas à tous les projets. Si vous voulez, on a un indicateur, on vous dit qu'on prend en compte la place du genre dans les projets de recherche. Bon, il y a des projets de recherche pour lesquels c'est évident. Bon, en biologie, si vous faites chez la souris mâle ou la souris femelle, vous n'avez pas nécessairement les mêmes réponses, la physiologie n'est pas la même, etc. En ergonomie, pareil, il n'y a pas que des sujets de biologie, il y a plein d'autres sujets dans lesquels il y a un impact. Maintenant, si vous faites un sujet d'astrophysique, je ne suis pas sûr que vous allez avoir un impact sur le genre, et je ne vois pas comment vous allez le prendre en compte. Donc, généraliser ce type de choses me paraît difficile, et il faut faire attention aux conséquences, c'est tout. Bien sûr. Même si je résume un peu la réponse, j'ai l'impression que la question empirique à résoudre, c'est est-ce qu'on peut en effet mesurer de manière fiable, on peut faire des évaluations ex ante fiables ou pas. C'est ça qui, disons, diffère entre peut-être notre vision là qu'on a et votre vision. J'ai l'impression que vous dites non, vous n'avez pas l'impression que c'est possible, et que nous on se dit oui, ce serait possible. C'est un peu la question qu'il faudrait. Moi, ça me paraît difficile. En tout cas, vous risquez de passer à côté de projets qui auront un impact et que vous aurez décidé qu'il n'avait pas d'impact et qui ne sera pas financé. C'est vrai que ce serait très dommage. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'abord, est-ce que la question scientifique à laquelle ils tentent de répondre, est-ce qu'elle est intéressante? Deuxièmement, est-ce que l'approche qu'ils ont va permettre de répondre à la question, ce qui n'est pas toujours le cas? Ça me paraît vraiment essentiel. Ça me paraît la base. Après, ça vient après, pour moi. S'il y a un impact ou pas, ce sera après. Voilà, c'est juste ça. Pour cette raison, je pense qu'on ne doit pas utiliser évaluation des ex ante. Je pense vraiment orienter. Désolée, je répète beaucoup, mais pour moi, c'est très important parce que nous, on travaille sur un chemin d'impact. Et parce que, comme je dis, l'impact n'est pas le résultat direct de la recherche. Donc, quand c'est une procédure qui a besoin de plus de temps, plus d'argent, plus de parties prenantes et de vision où on veut aller. Et si on ne réfléchit pas du tout, et je sais que c'est plus difficile pour le fondamental que l'appliquer, mais quand même on peut avoir des idées, mais on ne dit jamais aux chercheurs « Ah, ça c'est un mauvais chemin d'impact » ou « Ça c'est un impact génial ». Non, c'est plutôt qu'on veut qu'on commence à réfléchir comment, pas que quel impact on veut, mais comment on peut arriver. Ce n'est pas la responsabilité de chercheur, mais qui mieux que le chercheur de commencer au minimum un petit peu cette réflexion et avant c'est l'autre partie prenante. Oui, je suis un peu idéaliste, je sais. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, mais je redis, moi, les appels de projets de recherche finalisés, il n'y a aucun souci. Si franchement ils ne s'inscrivent pas dans ce domaine-là, je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée de leur projet. Donc c'est obligé de se le faire, mais ça ne s'applique pas à tous les appels et à tous les projets et toutes les recherches. Non, bien sûr, bien sûr. Et par contre, il y aura d'autres questions il y a d'autres indicateurs qui pourront être appliqués. Mais c'est ça un peu la difficulté. Oui, et vous avez raison, d'ailleurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de mesurer l'impact dès l'instant qu'un projet n'est pas dans le cadre d'un plan avec des objectifs sociétaux bien définis, etc. J'aurais envie, par pur optimisme et idéalisme, de penser qu'il y a quand même quelque chose de possible. Je suis peut-être un peu moins pessimiste que vous là-dessus, mais effectivement, bien sûr. Non, moi je ne dis pas que c'est... D'ailleurs que c'est très limité et que c'est difficile. Par exemple, là, après je vais laisser la parole. Par exemple, là, on est en train de... J'ai deux exemples.
Un exemple, on a des projets avec la direction générale des organismes de soins, donc on finance des projets dans des hôpitaux, on cofinance des projets avec des hôpitaux, et on a fait le bilan des projets qui se sont terminés en 2018, il y a la semaine dernière. On a 14 projets qui étaient présentés, qui étaient là, on faisait un peu le bilan. C'était l'ensemble des projets, on n'a pas fait de tri. C'était 11 projets, c'était l'ensemble des projets, on n'a pas fait de tri. Tous les projets qui avaient été financés, il y avait très peu de projets. Eh bien, donc c'était 7-8 ans après la fin du projet. Eh bien, au bout du compte, ces projets-là, quand on fait l'analyse, nous on fait l'analyse à la fin des projets. Il n'y en a aucun qui ressemblait à quelque chose. Ils avaient fait des trucs, ils avaient publié, mais il n'y avait franchement rien d'intéressant. 8 ans après, tous les projets ont conduit à des modifications dans les tests diagnostiques pour les maladies, etc. Ou des conséquences en santé publique. Donc ils sont remarquables aujourd'hui. Ils ne l'étaient pas il y a 8 ans. Et quand on a évalué les projets il y a 15 ans, ex-santé, 0. Donc comment, vous avez 15 ans entre le résultat le même et le projet que vous avez financé. C'est le temps compte beaucoup. Ouais. Et c'est ça que je voulais dire. Autre chose, là on a des projets, on est en train d'essayer d'identifier des projets de recherche collaborative purement fondamentaux qui sont en train de se finir et on a essayé de trouver des projets qui pourraient avoir une suite dans le domaine de l'innovation, donc on cherche à faire du matching avec des entreprises. Quand les projets ont été déposés, il n'y avait aucune raison de penser que ce serait intéressant. Donc, dire qu'avant l'évaluation, au moment de l'évaluation, on pouvait voir s'il y avait un germe ou pas pour que ce soit utile, dans plein de cas, je pense que ça va être difficile. Maintenant, si vous avez des appels qui sont la voiture de demain, l'avion d'après-demain, je ne sais pas quoi, l'énergie, etc., vous voulez l'hydrogène propre, etc., là, vous avez un objectif qui est déjà fixé. Vous voulez construire une fusée, vous avez un objectif qui est fixé. Donc soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas. Mais vous vous inscrivez dans cet objectif-là. Donc c'est très utilitariste, on en a absolument besoin, c'est indispensable. Vous pouvez bien sûr demander ce genre, est-ce qu'ils s'inscrivent bien dans cette logique, etc. En quoi ils répondent bien, en quoi ils essayent de passer un verrou, etc. Mais pour plein d'autres cas, c'est très difficile. Du coup, je comprends pas mal ce que vous dites de beaucoup de variabilité, très difficile, et finalement, bon an, mal an, on sélectionne parce qu'on doit sélectionner, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer tout, et on trouve des éléments. Non, pardon. Avec 25% de taux de succès, je ne considère pas qu'on n'a pas assez d'argent pour financer tous les bons projets. À l'heure actuelle, sur les 56 comités, j'en ai 20 qui sont incapables de me mettre 3 projets en liste complémentaire parce qu'ils ont financé les projets qu'ils voulaient financer. Je parle des comités scientifiques. Et 25%, je vous rappelle que les projets, vous déposez, moi j'ai déposé, vous gagnez, vous perdez. Mais à 25%, ça veut dire qu'en 2-3 ans, il y a 60-70% des projets qui passent. Donc franchement, non. Lorsqu'on était à moins de 10%, ce qui est arrivé en 2013-2014, là, on n'est pas dans la même logique. Franchement, en ce moment, alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, franchement, en ce moment, on ne peut pas dire il n'y a pas assez d'argent, il n'y aura jamais assez d'argent. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, continuez. Moi, je me demandais pourquoi l'ANR évalue, comme vous dites, mesure, ex post, 7-10 ans après, la qualité des... du coup, je ne sais pas bien non plus ce que vous mesurez. Est-ce que vous mesurez de l'impact? Est-ce que vous mesurez plutôt l'impact purement scientifique? Est-ce que vous pouvez éclairer ce que vous mesurez? Est-ce que c'est d'ailleurs l'ANR qui mesure, ou est-ce que c'est les projets de recherche à qui on demande, les équipes de recherche à qui on demande de faire les deux. Super. Et je suis désolé, parce que je me dire pas mal de questions vis-à-vis de cette mesure d'impact. Qu'est-ce que vous fournissez notamment comme... je ne sais pas s'il y a un budget prévu pour ça aussi dans la grante. Et parce que ça me fait... Quand vous dites après on va mesurer, ça me fait un peu penser au Research Excellence Framework des États-Unis. Je ne sais pas si ça vous... Vas-y. C'est juste tous les... maintenant, depuis 2008, tous les 5 à 10 ans, je ne sais plus, ils font une grosse session évaluation. C'est l'heure de regarder les 5 dernières années ou 8 dernières années
qui nous manque pour les projets, on va évaluer. Et ils sont très contents de ça et ils disent que ça va aider énormément plein de choses. Et enfin, moi je me demande du coup, je sais pas trop ce que c'est que ce REF. Mais je me demande du coup l'ANR, pourquoi est-ce qu'elle se place sur ce prisme-là? Alors, je peux, pour répondre à votre question, déjà aller voir notre site, il y a les cahiers de l'ANR par thématique, on a des cahiers qui sortent régulièrement. Allez voir celui sur le Covid, il y en a plein d'autres, il y a les maladies rares, pour ce que je connais, moi j'ai fait les maladies rares, l'antibiorésistance, les maladies neurodégénératives, j'ai fait faire, j'ai rien fait. Mais enfin, il y en a d'autres il y en a d'autres à sortir dans le domaine des sciences exactes, il y en a plein en environnement. Allez voir à quoi ça ressemble, on les fait jamais tout seul, on les fait en association avec des scientifiques de l'INSERM, ce qui nous concerne, enfin anciennement Avisan, aujourd'hui l'agence de programme de santé, pour ce qui est la santé, avec à l'envie pour ce qui concerne l'environnement, donc l'INRAE est présent aussi dedans. Et donc on fait surtout un bilan, parce qu'il y a moi j'appelle ça plutôt une étude bilan-impact, parce qu'on n'a jamais tout l'impact. Bilan déjà pour savoir ce qui s'est passé, ce qui a été produit, etc. d'un point de vue scientifique, et puis l'impact que ça peut avoir dans la société. On commence à avoir des indicateurs, par exemple comment les publications sont réutilisées dans des documents de politique, de stratégie politique scientifique au niveau européen par exemple. Donc il y a comment utiliser un peu ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on fait. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Premièrement, c'est aussi une façon de justifier de notre activité. C'est-à-dire que quand faut repréparer la programmation derrière, ça donne une réflexion sur la prospective, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, les domaines où ça a marché, les domaines où ça a moins marché, ça nous permet donc de pouvoir faire de la prospective. Et puis également au niveau politique, c'est-à-dire je parle au niveau de nos instances politiques, de l'OPEST, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement. C'est important de savoir si l'action qui est menée amène des fruits ou pas. Quand vous êtes chercheur et que vous déposez un projet, l'obligation que vous avez, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande aux chercheurs, on leur donne des sous, il faut qu'ils nous disent ce qu'ils font avec, en rapport bien sûr avec leur projet, et s'ils ont bien fait ce qu'ils avaient envisagé de faire. Bien sûr, ça peut évoluer, vous écrivez un projet, la preuve de concept, un an après, vous l'avez, la réponse est négative, vous faites autre chose. Et vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, donc vous faites autre chose. Donc, moi, ça ne me choque pas. Mais malgré tout, vous êtes obligation de moyens. Donc si vous avez fait de la recherche, vous avez travaillé comme des malades dans vos labos pour arriver à avoir des résultats, pour nous, vous avez fait votre boulot. On n'a pas une obligation de résultat. Et pour cause. On ne produit pas des choses. Donc dans certains cas, ça marche. Et encore une fois, il faut qu'il y ait un bon pourcentage de projets qui marchent pour valoriser ceux qui ne vont pas marcher. Pas au point de la prise de risque, puisque là, je trouve qu'il faut augmenter le nombre de projets qui ne marchent pas dans les prises de risque. Autrement, ça veut dire qu'on ne fait pas notre boulot. La DARPA, par exemple, aux États-Unis, puisque vous parliez des États-Unis, quand ils ont 100 projets qu'ils ont financés et qu'il y en a plus de 2 qui marchent, ils disent on s'est planté, on n'a pas pris assez de risques. Voilà. Donc ce genre de choses, je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça, on ne va pas faire que de la recherche à risque non plus. Donc voilà, c'est un peu le genre de choses que j'ai envie de dire sur ces questions. Et du coup, est-ce que les chercheurs financés, ils ont des... du coup, ils vont vous faire remonter au moins des questions du coup de réalisation pour s'assurer que... Ils ont un rapport final, on a allégé. Alors, ils ont un rapport final à faire à la fin du projet, au bout de 5 ans, aujourd'hui en moyenne, c'est 5 ans. Donc il faut qu'ils en rendent un rapport final. Aujourd'hui, on développe une application qui leur permet de le remplir au fil de l'eau. Maintenant que ça va être au fil de l'eau, il n'y a plus de rapport intermédiaire obligatoire. C'est fini. Il n'y a plus de rapport intermédiaire obligatoire. Par contre, on fera des relances parce qu'il faut le remplir au fil de l'eau, mais l'expérience prouve avec les pilotes, le fil de l'eau, c'est à la fin. Donc, on dira, si vous avez des choses, pensez à nous tenir informés. Oui, mais c'est comme tout. Pour que l'agence continue d'exister, il faut effectivement que l'activité que l'on a conduise à quelque chose. Moi, la création, d'abord, encore une fois, la mise en place de l'agence l'agence va avoir 20 ans en 2025. Et on a l'impression que lorsqu'on a créé cette agence et qu'on continue d'en parler encore il y a quelques années en disant qu'il faut la supprimer, ça ne sert à rien, etc. Mais attendez, les premières agences elles ont été créées en 1919 en Inde. L'agence suisse, j'ai travaillé en Suisse, elle date de 1952.
La NSF, c'est dans les mêmes eaux. La DFG, en Allemagne, c'est les mêmes eaux. Donc on n'est pas originaux, il faut arrêter de croire qu'on a inventé une chose extraordinaire. On est plutôt parmi les derniers venus. C'est comme pour le mariage pour tous, c'est la même chose. On avait l'impression de révolutionner la société. On est le 35e pays à l'avoir fait. Si ça avait été une première mondiale, je comprends qu'on se prenne la tête. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais de benchmarking en France. Très souvent, on a l'impression qu'on invente un truc. Il n'y a que nous qui le faisons, on est les maîtres du monde, on est universalistes, les autres vont nous suivre. C'est vrai, personnellement, en tout cas, je suis Faites attention, quand vous vous posez une question, allez voir comment font les autres, et vous verrez qu'ils ont déjà des réponses aux questions que vous vous posez. Ou du moins, ils ont déjà trouvé des réponses. Ça ne veut pas dire que c'est les bonnes. Du coup, c'est une grosse question, désolé. Mais disons que j'ai l'impression que je ne vais pas avoir l'occasion d'en parler tous, de faire par tous ces certainement. Allons-y. Du coup, je suis très idéaliste et du coup, désolé, la question va être probablement très naïve. Allons-y. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai sujet ici et j'ai l'impression que le sujet est extrêmement important parce que cette question d'allocation, etc., des différentes ressources de financement est un pouvoir assez grand et a une influence très grande, colossale, massive sur la société et sur la direction que prend, disons, le monde. Mais je vois actuellement plusieurs problèmes dans la manière où actuellement ça se passe. Le premier problème que je vois, c'est, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je l'appelle le processus de sédimentation des champs de recherche, qui veut dire qu'actuellement, il y a différents champs de recherche et voilà, ils se pérennisent. Les chercheurs qui ont fait du travail dans ce champ de recherche continuent de demander des financements, alors que potentiellement, les problèmes qui sont sous-jacents soit stagnent, n'évoluent plus, et peut-être que l'argent pourrait être alloué de manière beaucoup plus optimale dans des nouveaux champs qui n'ont pas encore sédimenté ou qui sont encore négligés. Deuxième problème, c'est que potentiellement, à cause de ça, et c'est un peu le dual, c'est que des domaines clés ne sont pas forcément financés. Moi, par exemple, je travaille en sécurité de l'IA, un domaine qui est très très naissant, et il y a beaucoup de difficultés, très peu de chercheurs qui s'intéressent à la question, un problème qui est potentiellement massif, très grand. Je pourrais défendre l'idée que le problème est aussi grand que le réchauffement climatique, et pourtant, c'est un problème on n'en entend pas parler, et il y a très peu de financement sur la question. Troisième méta-problème, je dirais, c'est que la méthode avec laquelle actuellement les financements sont alloués est une méthode qui, j'ai l'impression, plus ou moins figée, et j'ai du mal à croire que le statu quo de la méthodologie actuelle est la meilleure méthodologie possible et imaginable. Et du coup, je me posais des questions sur différentes tentatives très idéalistes de recherche, disons d'amélioration ou de réduction de ces problèmes. J'en cite quelques-uns pêle-mêle et j'aimerais bien avoir vos retours sur ces solutions, disons, d'idéalistes. Le premier truc qui, j'ai l'impression, pourrait être plus ou moins pertinent, ce serait une stratégie de, disons, portefeuille de principes de recherche. Au sens où peut-être que la recherche qui est motivée par l'impact ne généralise pas du tout et pourrait avoir des effets très négatifs parce qu'on pourrait réduire la sérendipité dans plein de champs de recherche, comme vous l'avez beaucoup montré. Mais peut-être que c'est intéressant à utiliser, pas à généraliser, mais au moins pour peut-être 5% des, disons, thématiques de recherche qui suivraient ce principe. Une autre potentielle solution, ce serait tenter de faire du A/B testing de différentes méthodologies ou de différents processus pour voir quelles sont les méthodologies qui sont les meilleures, faire de la science sur la science, vérifier la robustesse de la mesure en vérifiant dans certains domaines scientifiques, est-ce que la mesure est plus ou moins robuste. Ça a l'air d'être quelque chose qui est très intéressant et je ne sais pas si c'est des choses que vous avez testées, que vous avez mis en œuvre. Et peut-être une dernière idée, c'est potentiellement s'informer sur les problèmes qui existent déjà et voir si sur ces problèmes il y a de la science qui est en train d'émerger et potentiellement de dire ok, voici des nouveaux problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu la question c'est plutôt quelle est la procédure qui permet d'identifier de nouveaux problèmes et donc d'allouer des fonds sur ces problèmes où actuellement personne n'est en train de demander des financements, mais du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Désolé, c'était très long. Merci. Non, alors, moi je redis, dans l'appel à projet générique, y compris toutes les disciplines rares,
ont leur créneau. Il n'y a aucun problème, ils sont évalués et ils sont finis. Quand les projets sont bons, ils sont financés. En ce qui concerne la sécurité IA, alors je ne suis pas spécialiste, alors vous allez me dire que c'est pas la même chose, on a un comité qui est consacré à la cybersécurité, je ne vois pas ce qui vous empêche d'ailleurs d'y candidater. Mais c'est de la cybersécurité et non pas de la sécurité d'IA, du coup je serais refusé si je faisais ça, je pense. Et puis bon, en tout cas sur l'IA, j'ai envie de dire, s'il y a un domaine dans lequel aujourd'hui il y a de l'argent pour la recherche, c'est dans le secteur de l'IA. Alors, je ne vais pas vous répondre là maintenant, parce que c'est pas mon domaine. Par contre, je peux vous laisser mes coordonnées, je vous enverrai au responsable du département numérique, mathématiques et numérique, et je peux vous dire que dans le domaine, il y a une priorité qui existe à la APG, je vous ai dit 24 ou 25% de taux de succès en moyenne, sauf que pour l'IA, c'est plutôt 30% parce qu'il y a un budget supplémentaire. Donc, alors je veux bien croire que vous êtes dans une super micro-niche de l'IA, mais vu comment c'est inondé actuellement en IA, je ne comprends pas que vous n'ayez pas d'argent. Voilà, mais dans l'absolu, autrement sur le reste, en plus, pour le numérique en particulier, on a fait évoluer l'évaluation de la production scientifique, puisque on a diversifié ce qu'on prend en compte, tous les logiciels, tout ce qui est produit à partir de l'IA, sans que ça corresponde à une publication, peut être pris en compte. Voilà. Donc ça, on a déjà. Et je ne suis pas convaincu qu'il y ait vraiment un déficit actuellement. Peut-être que dans votre cas, mais le responsable du département pourra vous répondre. Dans ce domaine-là, je vais laisser une carte à Augustin. Tiens. Mais je ne vais pas répondre là, parce que ce n'est pas mon domaine. Mais enfin, globalement, on a des sujets sur l'épigraphie grecque. Vous avez quelqu'un qui a une question sur l'épigraphie grecque, eh bien, quel projet de recherche, on peut le déposer. Si le projet est bon, on sera financé. C'est vraiment un projet complètement blue, c'est un appel à projet complètement blue sky, blanc, enfin comme vous voulez, à travers ces 56 comités. Il faut simplement savoir dans quel comité il faut déposer. Et en IA, il y a des comités d'IA et il y a même des appels spécifiques sur l'intelligence artificielle, avec TSIA par exemple, qui est sorti régulièrement. Et on a plein, il y a deux domaines sur lesquels on a des fléchages. Essentiellement, c'est tout ce qui est environnement et ce qui est IA. C'est partout en Europe, c'est pareil, c'est partout pareil. Et à chaque fois qu'on a des partenariats internationaux, on demande toujours la même chose. Donc c'est pas, j'ai pas l'impression. Je connais des domaines où c'est plus dur que l'IA. Je pourrais répondre plus en détail sur TSIA, mais non, c'est pas passé parce que c'était. Et alors ça allait pas TSIA non plus? Non, parce que ça ne va pas intéresser tout le monde. Faisons-le plutôt. D'accord. Non, mais enfin a priori c'est assez ouvert. Hein, voilà. Mais il faut. Si vous avez des questions de ce type, il y a des contacts. Alors pour ceux qui déposent des projets ou qui veulent déposer des projets, il y a des noms de contacts sur tous les. Contactez-les, on vous répondra. Okay. Voilà. Si vous avez des questions spécifiques. La question sur la sécurité d'IA, il y avait aussi la question générale de méthodologie, disons, notamment sur les potentielles solutions. Par exemple, je pense, si je devais sélectionner juste une solution potentielle, ce serait cette stratégie de portefeuille de principe, où ne pas dire il faut de l'impact partout, mais juste peut-être pour 5% des fonds financiers. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais nous, on dépose des projets de recherche. L'impact, c'est secondaire, c'est la qualité scientifique qui prime avant l'impact. Ça veut dire quoi, qualité scientifique? La question scientifique à laquelle vous voulez répondre, quel est votre objectif et comment vous allez y répondre? Vous pouvez donner un exemple? Vous voulez comprendre comment fonctionne telle cellule et quelle manipulation vous allez faire pour pouvoir y répondre. C'est ça un projet pour nous. Et du coup, c'est quoi par exemple un impact scientifique majeur dans ce... Un appel? Genre, du coup, vous faites une expérience sur une cellule, qu'est-ce qui... ça veut dire quoi un impact scientifique majeur? Non, c'est pas un impact scientifique, c'est une question scientifique. C'est pas une question scientifique majeure. Impact scientifique aussi. Hein. Oui, impact scientifique. On parle aussi d'impact scientifique. Non, je veux bien parler d'impact scientifique, il n'y a pas de souci, oui. Il me semble que vous avez utilisé la terminologie impact. Oui, impact scientifique, oui. L'avancement dans une champ, par exemple, qu'on contribue à un champ de biologie sur un sujet et on a de nouvelles méthodes développées aux nouvelles CRISPR-Cas, un développement scientifique. Ouais. Il faut avoir une question scientifique. Alors, ça c'est important parce que je pense que c'est un vrai problème et c'est l'intérêt
de financer de la recherche sur projet. Il ne faut pas financer toute la recherche sur projet, hein, mais une partie de la recherche sur projet, c'est important de le faire. Pourquoi ? Je le sais parce que moi je l'ai vécu quand j'ai écrit les projets que j'ai réussi à avoir, ceux que j'ai pas eu non plus d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand vous faites de la recherche dans un laboratoire, vous venez le matin et puis vous faites de la recherche. Le fait d'avoir un projet vous oblige de réfléchir à quelles questions vous voulez répondre et de définir comment vous allez pouvoir répondre aux questions scientifiques que vous vous posez. Et c'est ça qui est important dans le projet. Et moi, plus que d'avoir ou pas le financement, c'est la réflexion, qu'est-ce que je vais faire au labo dans les 2 ans qui viennent, à quelles questions je veux répondre, et est-ce que j'ai les moyens de répondre, aux questions que je veux poser. Dans certains cas, ça peut être l'inverse. J'ai des moyens, à quelles questions scientifiques je peux répondre avec ce que j'ai à ma disposition. Et ça, des fois, là, j'ai eu des fois où l'approche a été dans ce sens-là. Et c'était facile parce que j'avais les outils pour le faire. Dans d'autres cas, vous avez une question scientifique à laquelle vous voulez répondre et il va falloir créer les outils qui vont vous permettre de répondre. Et c'est pas facile. Et pour l'impact, je pense qu'on a vraiment besoin aussi d'approche. Désolée. Mais C'est pas bien. facile de. Non. Nous, on a noté dans le projet, c'est pas facile Non. de penser vraiment à comment y arriver. Et aussi pour le projet fondamental. Par exemple, j'avais un projet qui développe un robot-nez pour sentir le phéromone d'insectes, pour le détecter plus tôt. Ils disaient non, mais nous, on a des chercheurs fondamentaux, on ne pense pas à l'impact. Et enfin, après 2 ans à travailler avec nous, ils ont un schéma d'impact parfait parce qu'ils ont dit non, mais vous avez raison, après 6 ans, on n'a que des preuves de concept et après, c'est le CSU qui doit le reprendre et après, c'est l'agriculture qui doit l'utiliser. On ne sait pas, on a besoin de données, de Internet of Things, blablabla. Non, ça s'apprend d'écrire un projet. Hein. C'est pas une évidence. Hein. Mais c'est pas on n'a pas la facile. science infuse. Hein. C'est Mais pas facile d'écrire un facile. projet. Non. Désolée, mais il y avait. Je Mais c'était très Moi, long. j'ai du temps, mais bon. Peut-être que s'il reste des questions, on peut peut-être répondre un peu, mais en principe, il est censé être l'heure. C'était quoi les Parce que questions ici? C'était très longtemps avec le. Oui, c'est vrai que Non, mais c'était sur. Bon, moi je pense qu'on ne peut pas mesurer l'impact, que ce soit après ou avant. Enfin, je pense, bon, après, bon, ça se discute. En tout cas, avant, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais sur l'entre-deux, moi je suis astrophysicien, donc ça m'a mais dans l'entre-deux, bah, typiquement, l'astrophysique, on a des budgets considérables parce qu'on a besoin des TGIR qui sont énormes. Et quand on développe des instruments, des satellites, quoi que ce soit, on a besoin de vraiment beaucoup de budget. Et ça a un impact dans les méthodes en fait. C'est au cours du projet, on a un impact qui soit social ou qui soit environnemental. En tout cas, moi je parle de ces 2 concepts-là parce que construire des télescopes dans des terres sacrées, qu'importe, voilà, que les gens exploitent et on leur dit bon maintenant on va mettre un télescope. Et ça a un impact direct. Et l'impact environnemental, enfin l'astrophysique, c'est un budget carbone. Si je parle juste du budget carbone, évidemment, il faudrait. Voilà, mais on va aller plus loin. Voilà, enfin, juste pour rester sur le budget carbone, il est énorme. Et ça a un impact. Et ça, c'est mesurable au cours du projet. Et est-ce qu'il y a. Je veux dire, l'ANR ou 2 agences ou. Enfin, voilà, comment on peut mesurer les méthodes en fait. Moi c'est plus les méthodes parce que bon, les résultats, c'est à la communauté scientifique de trancher. Je veux dire, si c'est bien, c'est pas bien, si ça a aidé la communauté scientifique, bon, voilà. Mais les méthodes, par contre, la société peut dire bon, écoutez, moi j'ai pas envie de ce télescope, vous êtes en train de le construire, ou il est bien ce télescope, mais ça fait du carbone, si on reste sur le carbone. Mais c'est. Oui. Nous, d'abord, on a commencé avec 100 dimensions d'impact, donc environnemental, économique, social, santé et politique. Et c'est le chercheur qui nous a dit non, mais il faut aussi ajouter scientifique. Donc maintenant, on a 6 dimensions. Il y a aussi scientifique, notamment les méthodes, par exemple, ou parce qu'on fait aussi l'avancement dans le champ. Mais je pense que. Je ne sais pas si on doit mesurer tout, mais tout à fait, ce télescope aura un impact et ça prend du temps parce que vous allez découvrir des choses qui après ont un impact, mais c'est des petites étapes et c'est pour cette raison que je dis que c'est un processus, donc c'est hyper intéressant et tu poses vraiment de bonnes questions, mais c'est ça, mais c'est pas... On ne peut pas mesurer ça demain encore, est-ce qu'on va utiliser ce télescope pour quelle autre recherche, pour quelle innovation, utilisation et...
Je me permets de répondre à ça juste parce que des fois, c'est mesurable, mais c'est direct. Enfin, je veux dire, des fois, il y a des projets qu'on veut construire. Je pense à un télescope à Hawaï, ça fait 10 ans qu'on attend, entre guillemets, mais parce qu'en fait, c'est bloqué par des manifestations, par les citoyens de Hawaï, on refuse quoi, de construire ce télescope. Et pourtant, il y a, je sais pas si, enfin, je pense pas que l'ENR a participé, mais en tout cas, il y a des agences. À Hawaï, non, je crois pas. Non, mais en tout cas, pour des chercheurs, mais alors, j'y réponds. Ce que je veux dire, c'est que... Non, je vais quand même répondre à ces questions. Assez vite. Premièrement, le spatial, c'est quasiment pas à l'ANR. Je parle, tout ce qui est infra, c'est le CNES. Pour nous, les satellites et tout ça, c'est pas dans nos budgets. Pas à Hawaï. Hawaï, non. Non, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, l'utilisation des infras, là, il y a des projets qui arrivent à l'ANR, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'une petite partie du spatial. Hein. C'est pas. Donc ça, c'est la première réponse à la question. Pour la deuxième réponse sur, alors pas sur les télescopes parce que ça va pas être chez nous, mais sur le reste, demain. Il y a l'accord d'Heidelberg sur l'engagement des financeurs de la recherche pour la durabilité environnementale qui va être publié, c'est le 22 octobre. Et donc j'étais le signataire puisque c'est moi qui m'en suis occupé pour l'ANR. Et le CNRS est signataire également, et je pense qu'il y en a d'autres qui pourront s'associer derrière. Ça sort demain. C'est en sous embargo pour le moment. Et donc il y a plein d'objectifs. Je ne peux pas tout dire là parce que c'est encore sous embargo, mais globalement il y a une réflexion sur moi je suis pas d'accord, mais ça rejoint un peu ce que vous dites. Ça veut dire que c'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'il faut le faire, mais il faut pas que ce soit un coup près. Non, mais voilà. Voilà, à l'avenir, je prends la dernière phrase, à l'avenir, il pourrait être nécessaire de mettre en place des budgets d'émissions pour des budgets d'émissions de CO2 pour les projets financés. Et je peux même dire qu'à UKRI, donc en Grande-Bretagne, et Wellcome Trust exactement, au Wellcome Trust, ils ont décidé que les projets, c'est surtout en biologie santé, que les projets qui dépassent tel budget, ils ne les finançaient pas. Je trouve ça débile. En termes de budget carbone, Oui. Ah oui, c'est capé. Si vous dépassez, on ne vous finance plus. Ça n'a pas de sens. Qu'on sache combien qu'il y a d'émissions, est-ce qu'on peut faire moins, dans tout ça, réduire, il n'y a aucun souci. Mais ne pas financer un projet pour la seule raison que le budget est dépassé. Donc moi j'ai vu cette responsable, qui est la directrice de Wellcome, et qui me dit, bah oui, mais de toute façon, c'est pas la peine. Alors, avec une vision très militante, en disant, mais de toute façon, c'est pas la peine de financer cette recherche. Ça sert à rien, puisque la Terre est condamnée. Mais bon. Bon, on dit plus rien, quoi. Ça va pas aller très loin. Donc oui, je pense qu'effectivement, il faut le mesurer. Et il y a des cas où, effectivement, si le budget est trop élevé, il faut quand même s'interroger pourquoi il est élevé, est-ce que c'est utile ou pas. Et puis je pense qu'il y a des projets de recherche qui vont avoir une empreinte carbone élevée, mais dont les conséquences pourront derrière d'avoir des mesures qui vont justement améliorer la situation. Donc il faut aussi accepter dans certains cas que, bah oui, mais on a besoin de le faire. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de... Et donc nous, moi je suis pour cette réflexion-là. Vous prenez par exemple le budget, vous connaissez le labo 1.5 ? Oui. Labo 1.5 qui mesure l'empreinte carbone suivant la mobilité que vous utilisez. Donc labo 1.5, je les ai vus en mai à cause de ça. Et on a discuté, bon, maintenant on va mettre carte sur table, comment ça fonctionne. Alors ils ont calculé l'empreinte carbone pour les avions, donc ils prennent bien sûr toutes les infra au sol, les aéroports, la construction des aéroports, etc. Bien sûr le vol, compagnie, enfin le total. Bon. Et pour le train, quand ils font la comparaison avec le train, ils prennent en compte les gares, ils prennent en compte le trajet, etc. Il y a une chose qu'ils ne prennent pas en compte, le réseau. L'empreinte carbone du réseau, mais vous vous rendez absolument pas compte. C'est pas forcément vrai. L'ADEME elle a fait les calculs justement pour montrer l'impact de l'avion et du train en incluant les infrastructures. Oui. C'est un des gros points de débat justement qui est utilisé par les nations en disant c'est pas encore inclus. Et il y a beaucoup de gens à l'ADEME qui débattent et qui disent il faut l'inclure dans nos calculs parce que même en les incluant, on réduit quand même notre impact carbone. Je peux vous donner le rapport, je le connais. Non, mais je l'ai fait avec 1.5, juste pour vous dire que, mais par rapport à ce qui a été publié au départ, il y a une différence, mais c'est 2, c'est un facteur 2.
ce qui est beaucoup. Je suis pas sûr que le Ah, j'ai pas les facteur 2. 1.5 facteur 2. L'ADEME n'a pas le même facteur sur 1.5 Non, facteur 2. mais 1.5 peut-être. 1.5 peut-être. L'ADEME. Oui, moi, oui, c'est non, 1.5, l'ADEME, mais il parle vraiment Moi, de je parle d'un 1.5. 1.5. Ouais. Facteur 2. Donc, si vous voulez, ça a un impact. Hein, c'est vraiment je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact. Je suis tout à fait d'accord sur l'impact. Mais arrêtons de manipuler les chiffres. C'est tout. C'est ça simplement que je veux dire. Je suis pas d'accord sur ce facteur 2. Mais, Vous êtes à quoi? Vous êtes à quel facteur vous le facteur reste autour de 10. Il n'est pas, non plus énorme, justement. Justement, ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, les gens de l'ADEME disent on arrête de ne pas l'inclure, parce que justement, ça pousse à ce genre de... Pourquoi ils ne l'ont pas inclus? Pourquoi ils l'ont pas inclus? Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas l'inclure, parce qu'il y avait des débats internes. Oui. Pas interne sur on l'inclut ou on l'inclut pas, juste dans les calculs, dans la méthodologie de base qui a été utilisée par Jean-Paul ici, après on l'inclut pas, c'était pas parti. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était un facteur qui était important, mais en tout cas, le facteur il n'est pas de 2 entre le train et l'avion. Moi, c'est pas moi qui le dis, moi j'ai pas inventé le chiffre, c'est le chiffre de 1.5, je pouvais demander 1.5. Mais en tout cas, de toute façon, il y aura un facteur. Quel que soit le facteur, c'est intéressant. C'est pas important de savoir à quel point ça réduit, est-ce que c'est mais pas autant que... Mais votre réponse, c'est très intéressant pour vous, parce que c'est tout à fait ça, que peut-être vous avez un impact énorme par rapport à ça, mais après, ça avait un impact positif sur l'environnement. Et la question qu'on peut se poser sur ces TGIR, si c'est le cas, qu'il y ait une réflexion au niveau international pour à quel endroit il en faut un, on ne va pas en faire 15. C'est plus dans cette question-là qu'il faut le voir. C'est ça que je voulais surtout dire. Donc voilà. Et autrement, donc nous on a cet accord qui sort. C'est juste que pour le moment, on avait un schéma directeur. On est en train d'établir un schéma directeur, comme tous les établissements de l'enseignement supérieur de la recherche, en ce qui concerne le développement durable au sein de notre agence, c'est-à-dire le budget de fonctionnement, comment nous on fonctionne en interne. Et à travers ça, l'idée c'est de maintenant avoir le même type d'exigence, mais cette fois-ci pour les bénéficiaires des projets. C'est-à-dire comment eux s'inscrivent dans cette réflexion-là. Comment en biologie on n'utilise plus de plastique pour faire des cultures cellulaires, et bon courage parce que c'est pas évident. Sur le principe, ça se défend. Mais c'est pas, je suis pas sûr qu'on va gagner, qu'on va réussir, et il y a plein de choses comme ça. Et donc là, voilà, c'est comment réduire, enfin comme d'habitude, réduire, etc. Et sans réduire le nombre d'animaux, on l'a fait pour les animaux, on peut le faire pour d'autres choses. Donc tout ça va faire partie des choses qui vont être prises en compte. Et c'est vraiment très, très important, avec comme conséquence l'augmentation du coût de la recherche. Ben oui. Il faudra bien prendre en compte un moment ou un autre. Parce que c'est bien de... Bon. Et pour les gens qui sont en écologie, il va peut-être falloir un jour, puisque je gère l'ensemble qui voyagent un peu moins, pour supprimer un peu leur empreinte carbone. Parce que c'est ceux qui voyagent le plus à l'agence. Et ils partent à 5 ou 6, alors qu'aujourd'hui, avec la visio, ils pourraient partir à 1 et les autres sont en visio. Ah mais non, ils partent tous. Donc ça, et c'est pas vrai que à l'agence, c'est vrai dans les labos. Parce que ça s'applique aux autres, mais pas nécessairement à eux. Donc moi, ça m'interroge. Bon, je crois qu'on a dépassé le temps prévu déjà d'un quart d'heure, donc je suppose qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, merci aux personnes qui sont venues, et merci surtout à vous qui avez donc amené des points très intéressants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.